Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour une leçon consacrée au lemme de Zorn. D'abord quelques rappels, tout est connu donc je vais très vite. Relation d'ordre, une relation R qui est réflexive, antisymétrique, transitive. D'accord? On dit que E est ordonné, on notera ça comme ça. À chaque fois que je note ça, ça veut dire qu'il est ordonné par la relation R. Dans la théorie des ensembles, R est une partie de E croix E qui vérifie ça. Alors de ce point de vue-là, on peut considérer que vide est ordonné par vide croix vide est égal à vide. La relation d'ordre total, ça signifie qu'on a une relation d'ordre partiel et qu'on peut comparer deux éléments. Il y en a un qui est plus petit que l'autre. Le petit élément, donc toujours pareil, une relation d'ordre partiel, c'est un élément M qui vérifie M inférieur ou égal à X, quel que soit X appartenant à E. Il est unique parce que si on suppose M' inférieur ou égal à X, alors là, pour X, on prend M', et là, on prend M, et donc on va avoir ça, donc M égale M'. M est appelé le plus petit élément de E, il n'existe pas toujours, par exemple, dans E. De la même façon, on définit le plus grand élément de E, s'il existe, il est unique. Relation d'ordre strict, on définit inférieur par X inférieur ou égal à Y et X différent de Y. L'ensemble est bien ordonné, on dit qu'on a une relation de bon ordre. Si on a un ensemble qui est avec une relation d'ordre, et si toute partie non vide de E admet un plus petit élément. Alors s'il est bien ordonné, l'ordre va être total, parce que dans ce cas-là, comme partie, je prends XY, et forcément, elle a un plus petit élément, qui est soit... alors d'abord je vais distinguer, mais je ne suis pas obligé, le cas X égale Y, à ce moment-là on a ça, et si on a X différent d'Y, je prends cette partie, elle a un plus petit élément M. Si M égale X, on a ça. Si M égale Y, on a ça. Majorant, on dit que M est un majorant d'une partie A de E si X est inférieur ou égal à M, quel que soit X appartenant à A. Il n'y a pas unicité. M est un majorant strict de A si M n'appartient pas à A, et si X inférieur ou égal à M, quel que soit X appartenant à A. On a alors X qui est inférieur strictement à M, évidemment, parce qu'on ne peut pas avoir M inférieur à M. Si M appartenant à E vérifie X inférieur à M, quel que soit X appartenant à A, alors c'est un majorant de A, puisque ça vérifie aussi X inférieur ou égal à M. D'accord? Et c'est un majorant strict, puisque M n'est pas inférieur à M, donc ça veut dire que M n'appartient pas à A. Élément maximal, toujours un ensemble ordonné. Un élément M est maximal si X appartient à E implique que M n'est pas inférieur à X. Ce qui ne veut pas dire ça, parce que l'ordre n'est pas forcément total. M maximal équivaut à dire que si X appartient à E et que M est inférieur ou égal à X, alors X égale M. Démonstration dans ce sens-là, c'est évident, dans les deux sens d'ailleurs. M inférieur ou égal à X et M n'est pas inférieur à X, donc X est égal à M. Et dans l'autre sens, si M est inférieur à X, alors M est inférieur ou égal à X. Donc X est égal à M, ce qui est impossible puisqu'on a ça. D'accord? Donc on a bien ça. Alors il ne faut pas confondre l'élément maximal avec le maximum de E qui, quand il existe, est le plus grand élément de E et qu'on note max de E. Évidemment, si E a un plus grand élément, c'est un maximal et c'est le seul en effet. Si X appartient à E, alors X est inférieur ou égal à M, donc on a bien ça. Si M' est un maximum, alors M' n'est pas inférieur à M, mais M' est inférieur ou égal à M, forcément. Donc, car M est le max de E. Donc, M', donc le fait d'avoir ça, ça implique que, puisqu'on a ça, ça implique que M' est égal à M. Borne supérieure, soit E, toujours ordonnée, A une partie de E, F l'ensemble des majorants de A. Donc F, c'est, pour bien montrer que c'est un ensemble, c'est l'ensemble des M appartenant à E, tel que X appartient à A implique X inférieur ou égal à M. Si F est non vide, première condition, et si F admet un plus petit élément, deuxième condition, alors on sait que A, si je l'appelle A le plus petit, ce plus petit élément, hop là, on sait que A est unique. On l'appelle borne supérieure de A, on la note sub de A. Ben à ce moment-là, sub de A, ça appartient à F, d'accord? Et donc, on aura X inférieur ou égal à sub de A, quel que soit X appartenant à A.
sub de A n'existe pas toujours. Exemple avec cet ensemble-là, je vous laisse regarder. Si A admet un plus grand élément M, donc M appartient à A, alors sub de A existe égale M. En effet, M appartient à F, parce que X appartenant à A implique X inférieur ou égal à M. Si Y appartient à F, alors comme M appartient à E, eh bien on a M qui est inférieur ou égal à Y, donc M est bien le plus petit élément de F, donc M égale sub de A. Début. Alors c'est là que il y a deux choix possibles quand on démontre le lemme de Zorn. Généralement, on le fait avec les segments initiaux. Alors la définition entre les deux définitions, segments initiaux et puis début, ne coïncident pas vraiment. Ça dépend des auteurs. Alors je parle de ceux qui ne font pas la démonstration avec les ordinaux, sinon c'est différent. Début, donc j'ai toujours mon ensemble ordonné, I inclus dans E. On dit que U est un début de E si pour X appartenant à I et Y appartenant à I moins I, X est inférieur à Y. L'avantage de cette définition, c'est qu'elle est plus simple que celle du segment initial. Elle implique segment initial en plus. Ben, on dira que le début est strict si I est différent de E. Vide par exemple est un début de E car X appartient à vide et faux. Et donc ça rend cette implication vraie. Alors tout minorant de I est dans I, et si X appartient à I, cet ensemble-là est inclus dans I. Si M est un minorant de I, alors X appartient à I implique M inférieur ou égal à X. M appartient à I, sinon X n'appartiendrait pas à I, et à ce moment-là, on aurait ça, ce qui est impossible. La réciproque est fausse. E est égal à N. Je prends ça, hein. 0 est le seul minorant de I, 0 appartient à I, mais 4 appartient à I, 1 n'appartient pas à I, et j'ai ça. Petit 2, alors il faut démontrer donc ça. Donc je prends X appartient à I et Y inférieur à X. Donc Y appartient à I. Pourquoi? Parce que s'il n'appartenait pas à I, comme X appartient à I, j'aurais ça. D'accord? J'aurais ça qui est en contradiction avec ça. Donc cet ensemble est bien inclus dans I. C'est la définition d'un segment initial. I est un segment initial de E si cet ensemble est inclus dans I. Voilà. Donc on vient de voir que un début est un segment initial, mais la réciproque est vraie si l'ordre est total. D'accord? Parce que dans ce cas-là, si X appartient à I et que Y n'appartient pas à I, eh bien, à ce moment-là, comme Y n'est pas inférieur à X, alors X est inférieur ou égal à Y. Donc, X va être inférieur à Y parce que X appartient à I et Y n'appartient pas à I. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas être égaux. Alors, cette implication-là, elle n'est pas toujours vraie si l'ordre n'est pas total. Parce que là, j'ai dit ça impliquait ça parce que l'ordre est total. Entre X et Y, d'accord, si Y n'est pas inférieur à X, c'est que X est inférieur ou égal à Y. Mais c'est faux si l'ordre n'est pas total. Donc il y a une différence entre un début et puis un segment initial. Soit E un ensemble ordonné, A une partie de E, on suppose que A est bien ordonné par la relation et que A a un majorant strict MA. Donc MA, il n'y a pas un A. Alors, B égale A union MA est bien ordonné. Si I et dire qu'une partie I est un début de A, ça équivaut à dire que I est un début strict de B. Démonstration. Pour A bien ordonné, on prend une partie X non vide de B. Alors, on sait que A est bien ordonné. Soit X une partie non vide de B. Si MA n'appartient pas à X, alors X est une partie non vide de A, donc X a un petit élément. Sinon, MA appartient à X. Alors si X est réduit à MA, il a bien un petit élément qui est MA, et sinon, X moins MA contient des éléments. Il est inclus dans A et est différent du vide. Donc, comme X... comme X moins MA est une partie de A et que A est bien ordonné, X moins MA a un plus petit élément M qui est d'ailleurs inférieur à MA.
Donc M est le plus petit élément de X. Donc en fait on voit que le plus petit élément des X existe dans tous les cas. Donc A est bien ordonné. Petit 2, soit I un début de A. Alors si I est un début de A, évidemment I est inclus ou égal à A, qui lui est strictement inclus dans B, soit X appartenant à I et Y appartenant à B moins I. Alors, si Y est égal à MA, alors quel que soit X appartenant à A, on aura X inférieur à Y, puisque MA c'est un majorant de A. Sinon, Y est... alors Y il appartient à B moins I, mais il n'est pas égal à MA. Donc il va être inférieur à MA, mais surtout il va appartenir à Y va donc appartenir à A moins I. Mais X, lui, il appartient à I. Donc X va être inférieur à Y parce que I est un début de A. Donc je vois que j'en déduis donc que I est un début de B. Hein, et comme I est différent de B, c'est un début strict de B. Réciproquement, si je prends un début strict de B, donc I différent de B, supposons que MA appartienne à I. X égale MA appartient à I, et B moins I est différent du vide, donc il a un élément Y qui appartient à B moins I. Et comme I est un début strict de B, ben on va avoir X inférieur à Y, d'accord, donc MA inférieur à Y, ce qui est faux, parce que B moins I est inclus dans A, donc Y appartient à A, donc, alors que MA est un majorant de A. Donc ça, c'est impossible. Donc MA n'appartient pas à I. Du coup, I va être inclus dans A. Si je prends X appartenant à I et Y appartenant à A moins I, alors X appartient à I, Y appartient à B moins I, parce que quand on appartient à A, on appartient à B. Et comme I est un début strict de B, on en déduit que X est inférieur à Y. Donc, I est un début de A, parce que j'ai démontré en fait que à chaque fois que X appartient à I et que Y appartient à A moins I, j'ai X qui est inférieur à Y, donc j'en déduis bien que I est un début de A, d'où le résultat. Hein, si I est un début de A, pardon, je ne sais plus où c'est, si I est un début de A, I est un début strict de B, puis là je viens de démontrer que si I est un début strict de B, alors I est un début de A. Donc l'ensemble des débuts de A est égal à l'ensemble des débuts stricts de B. Soit AI une famille de parties bien ordonnées de E, telles que, quel que soit IJ, AI est un début de AJ, ou AJ un début de AI. Alors A égale l'union des AI est bien ordonnée, et AJ est un début de A, AI pardon, est un début de A, quel que soit I appartenant à I. Démonstration d'abord du petit 1, c'est toujours la même chose, hein, une partie de A non vide, il existe I appartenant à I tel que X inter AI est différent du vide, X inter I AI est une partie non vide de AI, et AI est bien ordonnée, donc X inter AI a un plus petit élément M, soit X appartenant à la grande X. Maintenant. Si X appartient à AI, bah on va avoir M inférieur ou égal à X, car M appartient à I, sinon il existe J appartenant à I, tel que X appartient à J, donc J va être différent de I, car X n'appartient pas à I. AJ n'est pas inclus dans AI, car X appartient à J, et X n'appartient pas à I, donc AI, donc c'est pas, donc AJ va pas être un début de AI, donc AI va être un début de AJ. Et donc M va être inférieur à X parce que M appartient à AI, et X appartient à J moins AI, on a donc M inférieur ou égal à X, quel que soit X appartenant à X, donc M est le plus petit élément de X, hein, puisque M appartient à X, donc toute partie X non vide de A est minorée, donc A est bien ordonné. Soit I appartenant à I, et AI inclus dans A. Soit X appartenant, soit I appartenant à I. Soit X appartenant à I et Y appartenant à A moins I. Parce que là, ce que je vous ai montré, c'est que soit ça, non, que AI est un début de A. Donc je prends ça et ça. Il existe J tel que Y appartient à J, c'est toujours la même chose, hein, J différent de I, car Y n'appartient pas à I. On a donc Y qui appartient à J, Y qui n'appartient pas à I, donc AJ n'est pas inclus dans AI, et donc AJ ne peut pas être un début de AI, et donc AI est un début de AJ.
comme x appartient à AI et que y appartient à AJ moins AI, et que AI est un début de AJ, alors x est inférieur à y. Donc, si x appartient à I et que y appartient à A moins AI, on vient de démontrer que x est inférieur à y. Donc, ça veut bien dire que AI est un début de A. Ensemble ordonné inductif E ordonné par inférieur ou égal est inductif si toute partie non vide totalement ordonnée de E est majorée. On démontre que l'axiome, que sous l'hypothèse de l'axiome du choix, on a le lemme de Zorn qui dit que tout ensemble inductif admet un élément maximal, c'est-à-dire qu'il existe x appartenant à E tel que x n'est jamais inférieur à y, quel que soit y appartenant à E. Zorn, mathématicien américain du XXe siècle. Alors, l'avantage du lemme de Zorn, c'est qu'il paraît plus simple à utiliser que l'axiome du choix. Démonstration, comme hypothèse, on prend l'axiome du choix, plus E est inductif, et on suppose qu'il n'a pas d'élément de maximal, pour aboutir à une contradiction. Soit B, la collection des parties bien ordonnées de E, c'est l'ensemble B des parties de A, telles que si X est une partie non vide de A, il existe un plus petit élément mx dans X. C'est-à-dire que T appartient à X implique mx inférieur ou égal à T. On sait que si A appartient à B, A est totalement ordonné par inférieur ou égal. Donc comme E est inductif, A a un majorant XA. E n'a pas d'élément maximal, donc XA n'est pas maximal, donc il existe Y appartenant à E, tel que XA inférieur à Y. Donc A appartenant à A implique que A est inférieur ou égal à XA, inférieur à Y, donc Y est un majorant strict de A, ce qui veut dire que cet ensemble-là, qui est l'ensemble des majorants stricts de A, n'est pas vide. D'accord? Donc, quel que soit A appartenant à B, et ça, quel que soit A appartenant à B, et donc, grâce à l'axiome du choix, on peut dire que le produit des delta A pour A appartenant à B est non vide, ce qui veut dire qu'il existe une fonction f de B vers A, telle que f de A appartient à delta A. Donc on va noter MA, le f de A, quel que soit. Donc MA est un majorant strict de A. Si A appartient à B et que I est un début strict de A, alors A-I est une partie non vide de A. Donc admet un plus petit élément, min de A-I, car A-I est inclus dans A qui est bien ordonné. On considère désormais B', l'ensemble des A appartenant à B, tel que à chaque fois que I est un début non vide strict de A, alors min de A-I est égal à MI. Bien, c'est une partie de B. Et alors, on peut parler de MI puisque I est inclus dans A, donc I est bien ordonné, et donc I appartient à B et MI existe. Montrons que B' est non vide, si on prend un élément A de E, I égale A, bien ordonné, appartient à B, B égale MI, donc A inférieur à B, A égale AB est bien ordonné, appartient à B, car les trois parties non vides de A, qui sont celles-là, ont un plus petit élément, qui est A, B, A. I inclus dans A est strict, X appartient à I et Y appartient à A-I, implique X égale A, Y égale B, donc X inférieur à Y, donc I est un début strict de A. Et min de A-I qui fait B est égal à MI. Par ailleurs, c'est le seul début, et c'est évident, un non vide strict de A, donc A appartient à B', et donc B' est non vide. Montrons que A appartient à B' implique que B égale A union MA appartient à B'. Démonstration, A est bien ordonné, MA est un majorant strict de A. Donc B est bien ordonné, ça on l'a déjà vu, soit I un début strict de B. On a vu que I est alors un début de A. Si I est différent de A, alors I est un début strict de A, donc min de A-I égale MI. A-I est inclus dans B-I, donc min de B-I est égal à min de A-I égale MI. Si I est égal à A, alors B-I est égal à MA, donc min de B-I est égal à MA, qui est égal à MI parce que I est égal à A. Donc, I est un début strict de B, implique que l'on a toujours min de B-I égale à MI. Donc, B appartient à B', et c'est ce qu'on voulait démontrer. Donc, on va aborder la fin de la démonstration. On rappelle les hypothèses. E est inductif, n'a pas d'élément maximal. B, l'ensemble des parties bien ordonnées de E, B' qui est égal à ça.
Montrons que si A et B appartiennent à B', alors A est un début de B ou bien B est un début de A. On considère la collection des débuts de A, donc c'est ça, et donc c'est bien un ensemble. Et donc l'ensemble Y égale D1 inter DB, c'est l'ensemble des débuts, des parties qui sont des débuts de A et de B. D'accord ? Et je considère J égale l'union des I appartenant à Y. Autrement dit, je fais la réunion de tous les débuts qui sont communs à A et B. Donc J est inclus dans A et B parce que si I appartient à Y, I est inclus dans A et I est inclus dans B. Soit X appartenant à J, il existe I appartenant à Y tel que X appartient à I. Donc si T appartient à A moins J, alors T appartient à A moins I puisque I est inclus dans J. Donc X va être inférieur à T puisque I est un début de A. On en déduit que J est un début de A. De même, J est un début de B, donc J est le plus grand début qui soit début à la fois de A et de B. Si J est strictement inclus dans A et strictement inclus dans B, alors on a ça, d'accord, et on a ça, puisqu'on a un début strict. Donc on voit que MJ appartient à A inter B. On fait J' égale J union MJ. On sait que J est un début strict de A et de B, donc J' est un début de A et de B. Donc J' va être inclus dans J. Ça, J, c'est la réunion de tous les débuts de A et de B. Donc MJ va appartenir à J, ce qui est faux, puisque J est un majorant strict. MJ est un majorant strict de J. Donc J est pas strictement inclus dans A et dans B. Donc soit J est égal à A, soit J est égal à B. Si J est égal à A, alors comme J est un début de B, donc A va être un début de B. Si J est égal à B, comme J est un début de A, mais que J est égal à B, B est un début de A, d'où le résultat. Soit X l'union des A appartenant à B', on considère AB, si A et B appartiennent à B', alors A est un début de B, ou B est un début de A, d'après ce qu'on a vu. Et les éléments de B' sont bien ordonnés, donc on sait que X est bien ordonné, et que si A appartient à B', on l'a démontré avant, A est un début de X. Montrons que X appartient à B'. Donc on prend un début strict de X, on appelle U égale le minimum, enfin oui, le plus petit élément de X moins I. Si T appartient à X et que T est inférieur à U, alors T n'appartient pas à X moins I, donc T appartient à I. Donc on a cette inclusion. Voilà. I est un début de X, donc si T appartient à I, T est inférieur à U parce que U appartient à X moins I. On a donc I, hein, ça c'est pour tout T appartenant à I. Donc on a I qui va être inclus dans l'ensemble des T appartenant à X, T inférieur à U. D'accord ? Donc I, grâce à cette inclusion et celle-là, nous donne que I est égal à l'ensemble des T appartenant à X, T inférieur à U, et donc X moins I va être l'ensemble des T tels que U est inférieur ou égal à T. Car X est bien ordonné, donc dire le contraire de ça, c'est dire exactement ça. Voilà. Donc, U appartient à X implique que il existe A appartenant à B', U appartient à A. Donc T appartient à X moins A, puisque A est un début de X. D'accord ? Donc T appartient à... Alors, c'est pas ça. Comme A est un début de X, T appartient à X moins A et U appartient à A, ça implique U inférieur à T. Voilà, c'est l'inclusion qui est due à ça. Donc, U va être inférieur ou égal à T, et donc T appartient à X moins I. À chaque fois que T appartient à X moins A. Donc X moins A est inclus dans X moins I. Donc I est inclus dans A. Voilà. I est inclus dans A, inclus dans X. Le minimum, le plus petit élément de X moins I, c'est donc le plus petit élément de A moins I. Donc c'est-à-dire MI, puisque A appartenait à B'. Hein. Donc on a bien ça. Donc, ça veut dire que min de x moins i est égal à mi. Donc x va appartenir à b' du coup. Ah ben oui. X va, parce qu'il était strict. Hein. X c'était un début strict de i. I c'était un début strict de x. Et en plus j'ai min de x moins i qui est égal à mi. Donc x appartient à b'. Bah, du coup, x union mi va appartenir à b'. Mais, vu la définition de x,
X qui est l'union des A pour A appartenant à B', ça veut dire que ça va être inclus dans X. D'accord? Donc ça va être inclus dans X. MI appartient, donc MI va appartenir à X. Et ça c'est impossible parce que MI c'est un majorant strict, ça fait plusieurs fois qu'on utilise cet argument, est un majorant strict de X. Voilà, donc on a une contradiction, et cette contradiction est due évidemment au fait qu'on a supposé que E n'avait pas d'élément maximal. Donc on en déduit lemme de Zorn. Et donc, si on a un ensemble inductif, alors E admet un élément maximal. On va prouver que l'axiome de Zorn implique le théorème de Zermelo. Alors Zorn, c'est un mathématicien américain du XXe siècle. C'est lui qui a prouvé l'axiome qu'on a déjà démontré, et c'est lui qui a prouvé qu'il était équivalent, enfin je pense qu'il a prouvé l'équivalence à l'axiome du choix. Alors, son axiome, il a un avantage, c'est qu'il est plus pratique que l'axiome du choix. Le théorème de Zermelo, c'est un Allemand, on en a déjà parlé, c'est un des fondateurs de l'axiomatique des ensembles. Tout ensemble E peut être muni d'une relation de bon ordre. Bon, alors si c'est vide, c'est sans intérêt. Dans toute la suite, on va considérer que E est un ensemble non vide. Alors, soit X l'ensemble des BR, où B est une partie de E, R une relation de bon ordre sur B. Alors, c'est un ensemble, parce que R est lui-même un ensemble. C'est un ensemble non vide. Alors, pour raconter que c'est un ensemble, on peut l'écrire comme ça. C'est l'ensemble des parties, donc BR. Alors là, je raconte que R est une relation, d'accord? Voilà, transitivité. Et puis que c'est une relation de bon ordre, c'est-à-dire qu'il y a un petit élément chaque fois, d'accord? Voilà. Bon, c'est non vide parce que je peux prendre, puisque E est différent du vide, X est non vide parce que je peux prendre ça. Ça appartient à X, d'accord? Voilà. Alors, on définit là-dessus la relation BR inférieure ou égale à B'R', si et seulement si B est inclus dans B', R est égal à R' inter B croix B, et X appartient à B, Y appartient à B' moins B, implique que XY appartient à R'. Ça, c'est une relation de bon ordre. Ça signifie quoi? Ça signifie que la relation R sur B, c'est la restriction de R' qui était définie sur B', c'est la restriction à B. Donc en fait, on a une relation d'ordre qu'on augmente de plus en plus, quoi, qui va porter sur un ensemble de plus en plus grand. Alors, cette relation va montrer que c'est une relation d'ordre, justement. BR appartient à X, on a donc ça, parce que ça, d'accord, et que si on a X qui appartient à B et que Y appartient à vide, cette implication, puisque Y appartient à vide, c'est faux, cette implication est toujours vraie. Si on a ça, alors on a ça, d'accord? Oui, parce que quand on a ça, hein, il faut bien voir que, oui, on a donc ce truc-là, et puis ça, là, ça implique que R est inclus dans R', d'accord? Donc on a ça, donc B' égale B, pardon. R est égal à R' inter B croix B, ben, ça fait R' inter B' croix B', puisque B' est égal à B, donc comme R' il est inclus dans B' croix B', ça fait R'. Donc on a bien ça. Si on a ça et ça, alors on a ça, R est égal à R' inter B croix B, ben, ça va faire R seconde inter, puisque R' c'est ça, d'accord? Et donc ça va faire ça, parce que B est inclus dans B'. Donc ça fait ça. Et par ailleurs, si X appartient à B et que Y appartient à B seconde moins B, il y a deux cas. Soit Y appartient à B' moins B, soit Y appartient à B seconde moins B'. Si Y appartient à B' moins B, alors on sait que XY appartient à R'. Donc XY appartient à R seconde, puisque R' est inclus dans R seconde. Ça, on le sait grâce à ça.
Et si y appartient à b seconde moins b', alors xy appartient à r seconde. Donc on a x appartient à b, y appartient à b seconde moins b. C'est encore la même chose, hein, le début. Hein. Donc xy appartient à r seconde, dans les deux cas. D'accord? Donc on a bien br inférieur ou égal à b seconde r seconde. Et donc on a bien une relation d'ordre sur x. On va montrer que c'est inductif. On considère une partie non vide de x totalement ordonnée par inférieur ou égal. Et on doit montrer qu'elle est majorée. On considère l'union de tous ces BR qui appartiennent à Y. Et on pose B égale l'union des B quand BR décrit Y. Soit XY appartenant à B. Donc il existe B1, R1, B2, R2, tel que ça. Et on sait qu'Y est totalement ordonné. Donc on a ça. Ou bien B2, R2 inférieur ou égal à B1, R1. Donc là on va supposer qu'on a ça. On écrit que x est inférieur ou égal à y si xy appartient à R2. Et on va voir que c'est bien... Alors, il faut d'abord voir qu'elle est bien définie, celle-là. En effet, si je prends x différent de y avec x appartenant... Donc, le même, hein. X, et en supposant que x appartienne à un bn et un y appartienne à un bp, bn... alors évidemment, un bn rn appartenant à y, bp rp appartenant à y. Donc supposons tout ça. Ouais, je l'ai mis là. Eh bien, supposons que y soit inférieur ou égal à x, c'est-à-dire que yx appartient à rp. Comme y est totalement ordonné, on a ça ou ça. Bah, si on a ça, xy appartient à R2, implique que xy appartient à rp. Mais comme yx appartient à rp, on va avoir x égale y, ce qui est impossible. Et si on a ça, alors on va dire que yx appartient à rp, donc à R2, et comme xy appartient à R2, x égale y, impossible. Donc on voit bien que pour deux éléments x différents de y, on ne peut pas avoir x inférieur strictement à y et y inférieur strictement à x. On a donc bien défini, par cette phrase, on a bien défini la relation. D'accord? Et puis en même temps, bah, on a vu qu'elle était antisymétrique. D'accord? On vient d'avoir ça. Alors par ailleurs, on a bien x inférieur ou égal à x, parce que x appartient à b ou avec br qui appartient à y, et xx appartient bien à r, puisque r est une relation d'ordre. Et enfin, si on a ça, alors on a ça, avec exactement ça, d'accord? Donc xy appartient à R2 implique que xy appartient à R3, yx appartient à B3, donc xz appartient à R3, mais comme B1 R1 est inférieur ou égal à B3 R3, on a x qui est inférieur ou égal à z, et donc on a bien une relation d'ordre sur U. On continue la démonstration, je récapitule tout ce que j'ai dit avant, montrons que B est bien ordonné, soit une partie non vide de B. Il existe x0 appartenant à A et x0 appartient à B0 ou B0 R0 appartient à U. Donc x0 appartient à A inter B0. R0 est une relation de bon ordre sur B0, donc M0 est égal à min de B0 existe. Voilà. Et donc, montrons que M0 est égal à min de A, soit x appartenant à A. Il existe BR appartenant à U, tel que x appartient à B. U est totalement ordonné. Donc, on a ça ou on a ça. Si BR est inférieur ou égal à B0, R0, alors x appartient à B, donc x appartient à B0, et donc M0 inférieur ou égal à x. Et sinon, on a ça. Alors, si x appartient à B moins B0, on a ça. Et sinon, x appartient à B0, alors M0 est inférieur ou égal à x. Donc dans tous les cas, on a M0 inférieur ou égal à x, quel que soit x appartenant à B, donc M0 est min de B. Donc B est bien ordonné, par inférieur ou égal. B est égal à l'union des B, BR appartenant à Y, soit R, l'ensemble des couples XY appartenant à oui, xy appartenant à B croix B, pardon, à B2, tel que x est inférieur ou égal à y. On vient de voir que R est un bon ordre sur B. Donc BR appartient à x. Soit B1 R1 appartenant à A. Donc toujours la partie A, j'avais au départ. B1 est inclus dans B et R inter B1 croix B1, il y a l'ensemble des xy appartenant à B1 croix B1 tel que x inférieur ou égal à y. Donc l'ensemble des xy appartenant
AB1 croix B1 et XY appartenant à R1, et donc ça fait R1. Maintenant, si je prends X appartenant à B1 et Y appartenant à B moins B1, Y appartient à un certain B2, ou B2R2 appartient à A, Y n'appartient pas à B1, donc on n'est pas dans cette situation-là, et donc B1 R1, donc on est dans cette situation-là, hein, puisque on a un ordre total hein, pour tous les éléments de A. D'accord ? Donc quand on prend deux éléments de A, on a ça ou on a ça. Donc X est inférieur ou égal à Y et XY appartient à R. Donc B1 R1 est inférieur ou égal à BR, quel que soit B1 R1 appartenant à A. Donc A est majoré par BR et X est inductif. Lemme de Zorn implique que X admet un élément maximal que j'appelle B0R0. On va montrer que B0 est égal à E. Supposons qu'il ne soit pas égal à E. Donc il existe M appartenant à E moins B0 et j'appelle R0 union ce truc-là. Où B est égal à B0 union M. Si X appartient à B, alors si X est égal à M, ben, M il appartient à R, et si X est différent de M, eh bien ça veut dire que X appartient à B0, et dans ce cas-là, XX appartient à R, parce que XX appartient à R0. Voilà. Donc maintenant, supposons que XY appartienne à R, et que YX appartient à R. Si X est différent de M et Y différent de M, XY appartient à B0, donc XY et YX à R0, et donc X est égal à Y. Si X est égal à M et que Y est différent de M, XY va être égal à un truc comme ça. Ce qui implique forcément que X est égal à M d'après la définition de R. Donc X est égal à Y. Idem si X est différent de M et Y égale M. Enfin, si X égale Y égale M, bah, X est égal à Y. Bon, tout ça pour dire que on a bien l'antisymétrie. Alors maintenant, c'est pas ça, hein, c'est pas réflexif, c'est antisymétrique. Antisymétrique. Voilà. Alors maintenant, supposons que x, y, z appartiennent à B. X, y appartient à R et y, z appartient à R. Si z est différent de M, alors y, z appartient à R0, forcément. Donc y va être différent de M. Et donc x, y va appartenir à R0. Donc comme on a x, y appartient à R0, et puis que y, z appartient à R0, x, z va appartenir à R0 et donc à R. Si z est égal à M, à ce moment-là, ça c'est automatique. D'accord? Donc dans tous les cas, on voit qu'on a x, z appartient à R. Donc R est transitif, donc c'est une relation d'ordre sur B. Et si A est une partie non vide de B. Si A, alors maintenant il ne reste plus qu'à démontrer qu'on a une relation de bon ordre. Si A est une partie non vide de B, eh bien si A est égal à M, A est minoré, sinon A inter B0 est différent du vide, et c'est une partie de B0 qui est bien ordonnée, donc elle a un plus petit élément M qui appartient à B0. Et dans ce cas-là, MX appartient à R. D'accord? Quel que soit X appartenant à B. Donc B est minoré par M. Donc j'ai bien une relation de bon ordre sur B. On rappelle toutes les données. On sait que B0R0 est un élément maximal, que M appartient à E moins B. Alors, on avait pris ça, et on avait vu que R était une relation de bon ordre. Donc, BR appartient à X. De plus, B0 est inclus dans B. R0 est égal à R inter B0 croix B0 parce que R est égal à R0 union, on rajoute ces éléments-là. X appartient à B0. Soit X appartenant à B0 et Y appartenant à B moins B0. C'est ça qu'il nous reste à voir. Il nous reste à voir que X est inférieur à Y. Alors, forcément, B moins B0, il n'y a que M. Donc Y est égal à M et donc XM appartient à R, c'est gagné. On a donc bien ça, avec BR qui appartient à X. Ce qui est impossible parce que B0R0 est maximal dans X. Donc, ça veut dire que B est égal à E. Et comme inférieur ou égal est un bon ordre sur B, on en déduit que E est bien ordonné par inférieur ou égal, puisque E est confondu avec B. Conclusion. On a démontré que l'axiome du choix impliquait l'axiome de Zorn. Que l'axiome de Zorn implique le théorème de Zermelo, il ne nous reste plus qu'à boucler la boucle et à prouver que le théorème de Zermelo implique l'axiome du choix. Démonstration
soit I différent de vide, et AI, une famille d'ensembles non vides. Autrement dit, on s'intéresse à une famille non vide d'ensembles non vides. A égale l'union des AI pour I appartenant à I, on y applique le théorème de Zermelo, et on a un bon ordre sur A. Chaque AI admet donc un plus petit élément qu'on va appeler MI appartenant à AI, ce qui joue le rôle d'une fonction de choix finalement. Donc MI appartient à I, quel que soit I appartenant à I, et donc on a cette fonction f qui a I appartenant à I, associé FI égale MI qui appartient à I. Donc f appartient donc à produit des AI, f appartient produit des AI pour I appartenant à I, qui n'est donc pas vide. Et donc, c'est gagné. Ça implique l'axiome du choix. Voilà. Et donc, on a démontré qu'il y a équivalence entre l'axiome du choix, l'axiome de Zorn et le théorème de Zermelo. Bienvenue sur les cours de Jean-Phi. On va démontrer un certain nombre de théorèmes qui ont besoin du lemme de Zorn. Et on va commencer par les espaces vectoriels. Soit E, un K espace vectoriel non réduit à 0, B0 une partie libre de E. Alors il existe une partie B de E telle que B0 est inclus dans B et B une base de E. Bon, c'est évident en dimension finie, ça on l'a déjà vu. Donc là je ne dis pas que E est un espace vectoriel qui n'est pas de dimension finie, mais je pourrais le dire. Rappel, une partie non vide de B de E est une partie libre, et là je donne des définitions parce que justement on n'est pas forcément en dimension finie. Si pour toute partie finie de B est tout scalaire, cette égalité, donc combinaison linéaire nulle, implique que tous les lambda I sont nuls. Une partie non vide B de E est une partie génératrice si toute U appartenant à E peut s'écrire comme combinaison linéaire finie des vecteurs, donc d'un nombre fini de vecteurs de B. Et une partie non vide B de E est une base de E si B est libre et génératrice. Alors là, on va démontrer cette équivalence. On connaît déjà dans les espaces de dimension finie. Ça équivaut à dire que quelle que soit U non nulle, il existe une unique partie finie de B et un unique nuplet tel que U égale somme des lambda I lui. Démonstration, eh bien, si on suppose qu'on a une base, alors elle est génératrice, donc il y a, comme U est différent de 0, il y a une partie finie de B telle que on a ça. Donc, tous les lambda U sont pas nuls puisque U est différent de 0. On peut remplacer A donc c'est une partie finie de B, par une partie plus petite, quitte à ne plus avoir aucun lambda U nul. D'accord? Donc, ça marche. Unicité, supposons qu'on a une autre écriture comme ça, avec A' fini inclus dans B, et tous les bêta U non nuls. Si A est égal à A', on va avoir une relation en fait comme ça, qui implique ça, et comme on a une partie libre, tous les lambda U sont égaux au bêta U. Si A est différent de A', A' moins A est différent de vide, ou A moins A' est différent de vide, supposons qu'on est dans le premier cas, et prenons U0 appartenant à A' moins A. Donc on va avoir ça. Et B est libre. Donc le U0 là, qu'on ne retrouve pas ici ni ici, son coefficient va être nul. D'accord? Voilà. Et donc à ce moment-là, ça implique qu'on a mal supposé, et donc on est dans ce cas-là, on est avec A égale A'. Et puis la réciproque, bien, il est évident que si on a ça, alors il est évident que B est une partie génératrice. Alors il y a le cas du 0. 0 c'est 0U, mais U quelconque appartient à B. Supposons que somme des lambda U est égale à 0 avec tous les lambda, avec un lambda qui n'est pas nul, lambda U0 différent de 0, U0 appartenant à A. Alors si A est égal à U0, lambda U0 va être nul. Et sinon, ça veut dire que je prends A' égale A privé de U0, qui est non vide, et je vais écrire que 1 U0 égale à moins somme des lambda U sur lambda U0, pour U appartenant à A', lambda U sur lambda U0 fois U. Donc, il n'y a pas unicité. Là, il n'y a pas du 0 là-dedans. Donc, il y a deux écritures différentes. Donc, c'est impossible. Donc, B est bien libre de le résultat. Soit E, un K espace vectoriel non nul,
non réduit à 0, B0 est une partie libre de E, alors il existe une partie B de E qui contient B0 et qui est une base de démonstration, soit X l'ensemble. Alors, cette démonstration, ce résultat, on le connaît déjà quand l'espace vectoriel est de dimension finie. La démonstration qu'on va faire qui utilise le lemme de Zorn, on n'en a pas besoin en dimension finie. En gros, cette démonstration insère, on ne le dit pas, mais que quand on est en dimension infinie. Soit X l'ensemble des parties libres de E qui contiennent B0, il est non vide parce que B0 appartient à X, et on ordonne X avec l'inclusion qui est évidemment une relation d'ordre sur X. On prend une partie Y non vide totalement ordonnée de X et on veut démontrer qu'elle est majorée. Comme ça, on pourra dire que X est inductif et appliquer le lemme de Zorn. Soit B égale l'union de A appartenant à Y, qui est un bon candidat pour être un majorant. B0 est inclus dans B parce que B0 est inclus dans chaque A parce que les A appartiennent à X. On prend une combinaison linéaire nulle, combinaison linéaire finie nulle d'éléments de B. Pour tout K, il existe un K tel que UK appartient à K. L'ordre est total sur Y, donc il y a un des K qui est plus grand que les autres. Voilà. Alors on peut le démontrer ça par récurrence, même si c'est évident. Si pour n égale 1, il n'y a rien à dire, c'est A1 est inclus dans A1, et on suppose que c'est vrai à l'ordre n, et on se retrouve avec un élément de plus qu'on peut comparer avec AP, hein. Soit on a ça, soit on a ça. Alors si on a ça, ben on prend B égale AP, si on a ça, on prend B égale AN plus 1, et dans les deux cas, on a AK qui est inclus dans B, quel que soit K égale 1 jusqu'à AN plus 1. Mais le B, c'est un accord, hein. D'accord ? Donc la propriété est vraie, elle est héréditaire, donc elle est toujours vraie. Donc on se retrouve avec ça, et cette combinaison linéaire nulle, mais là maintenant, les éléments, ils appartiennent tous à un P qui est libre, donc tous les coefficients sont nuls. Donc en fait, de cette combinaison linéaire nulle d'éléments de B, tous les coefficients sont nuls, donc ça veut dire que B est libre. Et comme il contient B0, il appartient à X. Voilà. Et de plus, A est inclus dans B, quel que soit A appartenant à Y, donc Y est majoré par B. Y est inclus dans B. Donc toute partie non vide totalement ordonnée de E est majorée, donc X est inductif, et on peut appliquer Zorn. Et donc X admet un élément maximal B. B appartient à X, donc il est libre, il contient B0. B est différent de E privé de 0, sinon on prend deux éléments X et moins X, avec X différent de 0, ça forme une partie finie de B, puisque c'est pas nul, et donc elle va être libre, et puis on n'empêche qu'on a quand même cette combinaison linéaire où les coefficients ne sont pas nuls, donc c'est impossible. Hein. Donc ça c'est impossible, donc il existe X appartenant à E privé de 0 et B. Donc on prend ça un X, et on forme B' égale B union X, donc on a une inclusion stricte, puisque X n'appartient pas à B. Mais par contre, comme B contient B0, bah B' il contient B0. D'accord? Et B' n'appartient pas à X, puisque on a une inclusion stricte et que B est maximale. Donc ça veut dire que B' n'est pas libre. Donc, comme il n'est pas libre, il y a une combinaison linéaire finie d'éléments de B', combinaison linéaire nulle. Donc on peut enlever tous les lambda i qui sont nuls, et donc on reste avec une combinaison linéaire comme ça d'éléments tous, où les lambda i sont tous différents de 0 avec les UK qui appartiennent à B'. Si tous les UK sont différents de X, alors en fait on a à ce moment-là une combinaison linéaire d'éléments de B. Mais B est libre, donc tous les lambda i sont nuls, c'est contradictoire. Donc c'est impossible. Donc un des UI est X. Par exemple, un égale X, et à ce moment-là j'écris que X est égal à moins somme de 1 à n-1 de lambda k sur lambda n k. Et donc X appartient à la partie engendrée par B, appartient à l'espace vectoriel engendré par B. Ce qui est vrai aussi si X égale 0. 0 il appartient à l'espace engendré par B, et c'est vrai aussi si X appartient à B. Donc en fait c'est vrai quel que soit X appartenant à E, ce qui veut dire que E est engendré par B, donc B est génératrice. Et comme B était libre, on en déduit que B est une base de E, et donc ça y est, on a trouvé la base de E. Conséquence, tout K espace vectoriel non réduit à 0 admet une base, tout sous-espace vectoriel F d'un K espace vectoriel E admet un supplémentaire G dans E.
La première est évidente, on prendra différentes zéros, c'est une partie libre, on la complète pour avoir une base de E. Et on sait qu'on peut le faire. Petit e, si f égale e, c'est terminé. Si f égale 0, c'est terminé. Et sinon, on prend une base bf de f, puisqu'elle existe. Et on la complète pour avoir une base b de e. Donc i est inclus dans j. F différent de e implique que l'inclusion est stricte. Si g est le sous-espace de e engendré par les EI quand i appartient à j moins i, f inter g est égal à 0. Parce que si x appartient à f inter g, il va s'écrire comme ça dans f, comme ça dans g. Avec i1 qui est fini inclus dans i, et i2 qui est fini inclus dans i moins j. Dans j moins i, pardon. Dans j moins i. Les deux sont égaux, et donc on a une combinaison linéaire qui est nulle. Alors, il faut bien voir que comme i inter g égale vide, i1 inter i2 aussi. D'accord? Et i1 union i2, c'est fini. D'accord? Donc, cette partie-là est libre, hein, et donc tous les lambda i et tous les mu i sont nuls. Donc x égale 0, donc f inter g est égal à 0, puisque c'est pour tout x appartenant à f inter g. Si x appartient à E, il existe k fini dans j, tel que x s'écrive comme ça, parce que b est une base de E. Et donc, alors k fini inclus dans j. Si k n'est pas inclus dans i, si k n'est pas inclus dans j moins i, x s'écrit, je décompose en somme sur k inter i plus somme sur k inter j moins i. Là, on obtient un vecteur de f, hein, puisque c'est une somme finie. Là, on obtient un vecteur de g, puisque c'est une somme finie. C'est une somme finie parce qu'au départ, k est fini. Donc k inter i fini et k inter j moins i aussi. Donc x, c'est bien la somme d'un élément de f et d'un élément de g. Si k est inclus dans i, bon, bah, x appartient à f, donc c'est écrit x plus 0. Si k est inclus dans j moins i, x appartient à g, donc c'est écrit 0 plus x. Dans tous les cas, x appartient à f plus g. Donc f plus g est égal à e. Mais comme f inter g est égal à 0, eh bien, E est la somme directe de f et g. G est le supplémentaire de f. Alors, on va démontrer là que la dimension de R en tant que Q espace vectoriel est infinie. R est un R espace vectoriel de dimension 1, puisque de base 1. Tout x appartenant à R s'écrit x multiplié par 1. C'est aussi un Q espace vectoriel, parce que Q est un corps qui est inclus dans R, et donc Q est un Q espace vectoriel inclus dans le Q espace vectoriel grand R. La dimension de R en tant que Q espace est infinie. Démonstration, comme R est un Q espace vectoriel, il existe une base B du Q espace vectoriel grand R, c'est ce qu'on avait démontré. Si B est fini, B va être comme ça, et tout X s'écrit de façon unique comme ça. D'accord? Où les QI appartiennent à Q. Les coordonnées de X dans B sont donc ça. D'accord? Donc, quand les QI décrivent Q, on voit que R va être en bijection avec Q puissance n. D'accord? Mais Q puissance n, lui, est en bijection avec n. Ce qui veut dire que R est dénombrable. Ce qui est faux. Hein? R est équipotent, n'est pas équipotent à n. Donc, la base B est infinie, d'où le résultat. On va prouver en fait que la base B est équipotente à R, à la puissance du continu. Vous avez une base du Q espace vectoriel grand R. Alors, B est équipotent à R. Démonstration, on sait que B n'est pas fini. Supposons que B soit dénombrable, donc infini dénombrable. Donc équipotente à n. B égale En. Soit En, le sous-espace vectoriel engendré par les EK. Alors j'ai pris n étoile. K compris entre 1 et n. Il est isomorphe évidemment à Q puissance n. On l'a déjà vu dans la démonstration précédente. Donc, pas isomorphe, excusez-moi. Équipotent. Donc équipotent à n. Et il est clair que l'union des UN est égale à E, parce que tout vecteur x peut s'écrire comme ça, i fini, et donc si on prend n le sub de i, on a ça, d'accord? Et xi égale 0 si i n'appartient pas à i.
Donc X appartient à E. Donc R est une union infinie dénombrable d'ensemble infini dénombrable. Donc on a vu que R, qu'à ce moment-là, c'est quelque chose d'infini dénombrable. Donc R serait à ce moment-là équipotent à N, ce qui est faux. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que R est moins puissant ou égal à B. Bon, mais B est inclus dans R. Donc B est moins puissant ou égal à R. Donc en fait, B est équipotent à R. Les endomorphismes du R espace vectoriel R sont de la forme, évidemment, f de x égale lambda x, où lambda est égal à f de 1. Parce qu'on peut écrire que f de x, c'est f de x fois 1. Donc si c'est un R espace, ça fait x fois f de 1. Car 1 est une base de 1. Donc f est évidemment continu, c'est une homothétie en fait. S'il existe, alors il existe des endomorphismes Q linéaires du Q espace vectoriel grand R qui ne sont pas R linéaires pour le R espace vectoriel grand R, donc pas continu. Je parlerai de ça après. Démonstration. 1 appartient à Q. On complète pour avoir une base, parce que ça c'est libre. Donc on a une base comme ça, et on appelle I0 l'indice tel que EI0 est égal à 1. Et on définit la fonction f qui a EI0 fait correspondre 1, donc qui a 1 en fait fait correspondre 1, et EI fait correspondre 0 si I est différent de I0. Donc somme de QK EK pour K appartenant à J fini inclus dans I, QK appartenant dans Q, va donner somme de QK F de EK dans J. Et comme il y a des zéros partout où I est différent de I0, bah ça fera 0 si I0 n'appartient pas à J, et sinon ça fait ça. En fait, ça revient, si on rajoute I0 éventuellement à J, J sera toujours fini à ce moment-là, on peut dire que ça c'est toujours égal à QI0 en fait. Voilà. Alors, c'est bien linéaire parce que si je prends X comme ça, Y comme ça, et puis je prends J égale comme ça, c'est ce que je viens de dire, je rajoute I0, et je complète par des zéros ici et puis ici, je vais avoir ça. Et donc ça va me faire et ça. Et si je prends lambda égale Q, lambda X plus Y va donc être égal à ça, et en fait il va être envoyé en lambda QI0 plus Q'I0. D'accord? Alors, évidemment, maintenant le I0 il est là-dedans, mais QI0 sera égal à 0 ou Q'I0 sera égal à 0 s'ils n'étaient pas dans I1 ou I2. Hein. Voilà. Alors f de x est égal à QI0, f de y à Q'I0, donc ça peut éventuellement être 0. Hein. Et f de lambda x plus y est égal à lambda f de x plus f de y, hein, puisque ça fait lambda fois ça plus ça. Donc f est bien Q linéaire, mais elle n'est pas R linéaire. Alors pour le montrer, bah, prenons par exemple racine de 3 qui est rationnelle. Hein. Racine de 3 s'écrit dans la base. Donc ça va être une somme de QI, I appartenant à I. D'accord? I fini. Bon, on rajoute I0 pour être tranquille. F de racine de 3 va être égal donc à ça, à QI0. D'accord? Qui sera égal en fait à QI, qui peut être 0. Qui peut être 0 ou pas 0. Mais de toute façon, qui va appartenir à Q. D'accord? Donc si f est R linéaire, f de racine de 3, c'est racine de 3, f de 1. Alors f de 1, on a dit que c'était 1 tout à l'heure. Hein? C'est I0. Hein? Donc c'est EI0. Donc ça fait 1. Et voilà, je le cherchais. Et donc ça voudrait dire que racine de 3 serait égal à QI0. C'est pas possible puisque lui, il n'est pas rationnel alors que lui, il est rationnel. D'accord? Donc c'est impossible. Voilà, donc on vient de démontrer qu'il existe des endomorphismes Q linéaires du Q espace vectoriel grand R, mais ils ne sont pas R linéaires pour le R espace vectoriel grand R.
Remarque, la fonction f précédente de R vers R n'est pas continue sur R muni de la valeur absolue. Démonstration, il existe une suite Qn de rationnels qui tend vers racine de 3, puisque Q est dense dans R. F de 1 est égal à 1, donc f de Q est égal à f de Q fois 1 est égal à Qf de 1, quel que soit Q, appartenant à Q, puisqu'elle est Q linéaire, donc f de Qn égale Qn, qui tend vers racine de 3. Mais il est évident que f de est égal à Q, puisque toutes les sommes finies comme ça, elles tendent, ont pour image QI0. Donc, comme racine de 3 n'appartient pas à Q, f de racine de 3 ne peut pas être égal à racine de 3, et donc f n'est pas continu. Théorème de Krull, mathématicien allemand, fin 19e, surtout 20e siècle, spécialiste d'algèbre, théorie des anneaux, des groupes, des corps, des groupes opérant sur un ensemble. Si A plus multiplié est un anneau commutatif unitaire et I est un idéal propre de A, c'est-à-dire différent de A, alors il existe un idéal maximal, pas forcément unique, contenant I. Rappel, idéal ça veut dire ça, maximal ça veut dire ça. Démonstration, on considère la collection des idéaux de A qui contiennent I qui sont différents de A, c'est-à-dire l'ensemble des J. Donc avec ça, là je raconte que c'est un groupe et là je raconte que c'est un idéal. Donc c'est bien l'ensemble, parce que les collections, ce n'est pas forcément des ensembles. Attention à ce qu'on fait. I appartient à X, donc X est différent du vide. On ordonne X par l'inclusion, inclus ou égal. Et donc on a une relation d'ordre partiel et on prend une famille totalement ordonnée de X. Et on forme J égale union des J pour I appartenant à M. 0 appartient à J puisqu'il appartient à tous les J. XY appartient à J implique qu'il existe IJ appartenant à M tel que X appartient à J, Y appartient à JJ. Donc soit on a ça parce que la famille est totalement ordonnée. Si on a ça, alors XY appartient à JJ qui est un groupe, donc X moins Y appartient, donc X moins Y appartient à J, parce que JJ est dans J. Idem si on a ça, donc on a bien affaire à un sous-groupe de A+. Si X appartient à J, X appartient à J, et A appartient à A, donc AX appartient à J, qui est un idéal, et comme J est inclus dans J, AX appartient à J, donc J est un idéal, qui contient I, quel que soit I appartenant à M, et I est inclus dans J, donc I va être inclus dans J, et J est différent de A, parce que sinon on aurait 1 appartient à J, donc A fois 1 appartient à J, quel que soit A appartenant à A, ce qui voudrait dire que J est égal à A. Donc J appartient à E. Et J est inclus dans J, quel que soit I, donc J est un majorant dans E de la famille J. Donc ça veut dire que X est inductif. Donc d'après le Lambda-Zorn, X admet un élément J maximal. Ça veut dire que si J' appartient à X, ça veut dire d'abord que J est dans X, et puis ça veut dire que si J' appartient à X, eh bien J n'est pas inclus dans J'. Donc J appartient à E, oui, alors je l'appelais E, c'est X. Donc I inclus ou égal à J inclus dans A. Soit J' un idéal de A contenant J, il contient donc I, supposons J' différent de A, alors J' appartient à X s'il est différent de A. Ben oui. J' est différent de J. Si J' est différent de J, alors je vais avoir l'exclusion stricte qui contredit ce truc-là. Le fait que J est maximal. Parce que J' appartient à E. D'accord ? Donc, en fait, on n'a pas ça. Donc, ça veut dire que J' différent de A implique que J' est égal à J. Donc, si J' est un idéal de A contenant J, J' est égal à J ou A. Donc J est bien un élément maximal de A, d'où le résultat.